Lundi 26 février 2018, un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, Café Débat, eh bien, cet espace qui est consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité. Nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion pour ce nouveau numéro. Et dans cette première partie, on fait focus une fois encore sur le mot d'ordre de grève du SLEC version Aboubakar Souma, le contenu de leur plateforme, ce qui fait justement débat, le paiement des 40% comme ils le demandent, tout de suite et avec effet rétroactif. Quelle est la version du ministère de la fonction publique dans cette histoire, puisque c'est eux qui parlent salaire, c'est eux qui parlent de carrière des fonctionnaires. Quand on parle de grille salariale aussi, c'est bien entendu le ministère de la fonction publique. Et pour en parler, dans cette première partie d'émission, je reçois M. Mohamed Traoré. Il est le chef de cabinet du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'administration du territoire. M. Traoré, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Merci de la disponibilité surtout. Et je rappelle que dans la deuxième partie, je recevrai Sekou Jamal Pendessa, le rédacteur en chef du groupe Danga. Avec lui, on va se pencher sur l'autre actualité, l'opposition guinéenne qui est toujours fâchée après les résultats, pas du tout content de la CENI et qui demande à ce qu'on revienne sur tout ça, en tout cas partout où elle semble avoir perdu. Et pour cela, elle veut justement mettre la pression par une série d'actions de contestation, à commencer par la journée ville morte d'aujourd'hui, lundi. Comment tout ça s'est passé? Est-ce que c'est une stratégie productive? La question est posée et j'en débattrai tout à l'heure avec Sekou Jamal Pendessa. Mais d'ici là, je fais face au premier invité du jour et on parle de grève syndicale. Oui, vous êtes de la fonction publique, les syndicats pensent que à travers un accord que vous avez signé avec les centrales syndicales, notamment la CNTG et je ne sais pas l'USTG ou quelle autre centrale, vous leur avez enlevé quelque chose qui était déjà acquis en termes de salaire, en termes de points d'indice, ainsi de suite, et qu'ils veulent qu'on revienne sur tout ça et qu'on leur paye cet argent. C'est le mot que tient Aboubakar Souma. Selon vous, qu'est-ce qui est la réalité du côté du ministère de la fonction publique? Okay, merci. Effectivement, il y a beaucoup de confusion. Je précise qu'aucun salaire n'a été diminué. Les gens ont leur salaire, donc personne n'a perdu de l'argent. Voilà. Il vous souviendra qu'en 2015, le gouvernement avait signé un accord avec les centrales syndicales. L'accord l'a stipulé, 40% d'augmentation, 20% au mois d'avril, 10% en juillet et 10% en octobre qui fait les 40%. Et le même accord stipulait de mettre en place une nouvelle grille salariale qui tient compte des diplômes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les fonctionnaires étaient logés à la même enseigne, ceux qui étaient de la RHIA, que vous avez le doctorat, la maîtrise, la licence, vous étiez dans la même grille. Donc on a dit de mettre en place une nouvelle grille salariale qui tient compte de ça. Et ça a été fait. Les 40% d'augmentation ont été effectives en 2015. En octobre 2015, on avait déjà une augmentation de 40% sur le salaire. Le salaire de tous les fonctionnaires. De tous les fonctionnaires de la République. En 2013. Pardon, en 2015. En octobre 2015, tous les fonctionnaires ont eu 40% d'augmentation. C'était clair. Et quand on a appliqué... Et c'était définitif. Mais oui, c'est-à-dire que l'accord a été respecté. Il était question de mettre, de mettre en place une nouvelle grille qui tient compte des diplômes. Cette grille a été élaborée. En élaborant cette grille, une commission a été mise en place, une commission bipartite, des techniciens de l'administration et ceux du syndicat. Nous avons travaillé ensemble. Eh bien, la nouvelle grille a été élaborée. Et cette nouvelle grille qui a été présentée, les conclusions ont été validées par un expert recruté par le BIT. Donc je ne vais pas revenir sur toute cette histoire, mais retenez qu'à l'application de la grille, il y a eu de nouvelles revendications. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 40% d'augmentation qu'ils ont eu, on les a mis sur la valeur monétaire du point d'indice. Ce qui a amené la valeur monétaire du point d'indice pour l'éducation et la santé à 1030. Pour les autres secteurs de l'administration à 977. La valeur monétaire du point d'indice, les 40% ont été appliqués sur ça. C'est ce qui a gonflé la valeur monétaire du point d'indice à 1030 pour l'éducation, 977 pour l'administration. Pourtant, c'est important que je vous pose cette question. Pourtant, quand j'écoute par exemple Aboubakar Souma et tous ceux qui tiennent au mot d'ordre de grève qu'il brandit, c'est que avant la transposition de la nouvelle grille indiciaire, là, d'ailleurs, on a eu, moi j'ai été confus entre le mot grille salariale et grille indiciaire au moment où vous étiez en train de travailler là-dessus. Alors, quand on devait transposer cette grille maintenant, ils disent qu'il y a eu un problème. C'est-à-dire que quand la grille a été transposée,
eux, ils s'attendaient à ce qu'il y ait une amélioration en matière de salaire et de tous les autres privilèges qui reviennent aux fonctionnaires. Mais plutôt, on a dégradé justement les valeurs des points d'indice qui sont descendues en dessous des 1030. C'est ce qu'eux ils disent. Est-ce qu'il y a une version contraire? Justement, c'est pourquoi je voudrais que vous suivez l'explication. La valeur monétaire du point d'indice a été mise à 1030, on l'a appliquée. La valeur était à 1030 déjà avant la nouvelle grille ou c'est après que c'est arrivé à 1030? Avant l'augmentation des 15% de 2015, la valeur monétaire n'était pas à 1030. Ce n'était pas à 1030. En 2013, ce n'était pas à 1000. En 2013, je peux vous donner la valeur monétaire du point d'indice. En 2013, c'est là, c'était à 698 pour l'administration et 751 pour l'éducation et la santé. Quand on a appliqué les 40%, c'est parti à 1030 pour l'éducation et 977 pour l'administration. Maintenant, la nouvelle grille qui a été élaborée, on l'a appliquée. Bien. La nouvelle grille a été appliquée. Il y a eu des revendications pour dire que non, parce que quand on a appliqué la nouvelle grille, on a plutôt enlevé la valeur monétaire du point d'indice, c'est-à-dire les 40% ont été pris, on les a intégrés au niveau des indices parce que c'était plus avantageux pour le fonctionnaire, parce que le fonctionnaire va à la retraite avec son indice, et ainsi de suite. Je vous rappelle qu'une commission avait été mise en place, il y a eu 2 variantes, c'est cette variante qui a été retenue. Donc s'il vous plaît, je vous explique pour que il n'y a pas eu de perte, parce qu'aucun fonctionnaire de Conakry jusqu'à Lola, de Conakry à Koundara, aucun fonctionnaire n'a perdu 1 franc. Je le dis et je le précise. Salaire. Aucun fonctionnaire n'a perdu 1 franc de son salaire. Donc il y a eu des applications. Pardon, il y a eu l'application là. Il y a eu des réclamations. Ah non, que la valeur monétaire c'était un acquis, on ne peut plus revenir dessus, et ainsi de suite. Alors que dans l'application de la grille, on n'a pas tenu compte des anciennetés, ainsi de suite. Le gouvernement, soucieux de la paix sociale et de la quiétude, a accepté de revoir cela. Le gouvernement a dit bon, d'accord, et il y a une nouvelle plateforme. C'est suite à cela que les accords ont été signés en 2015. En 2017. En février 2017. Dans cet accord-là, le gouvernement a accepté de revoir, de discuter la question du point d'indice. D'accord. Mais nous avons dit, pour la question du point d'indice, nous ramenons cette question-là en septembre, parce que les négociations, chaque année, s'ouvrent en septembre entre le gouvernement, le patronat et puis les syndicats. Mais les accords qui ont été signés, ces accords-là ont permis des avancées grâce au mouvement syndical. Les centrales syndicales, la CNTG, l'USTG, et puis les autres aussi qui étaient là. Il a été question de relever les faibles pensions à hauteur du SMIC, à 440 000. Pour les retraités. Pour les retraités, de relever. Ensuite, il était question de revoir le régime de pension. Et pour cela, il y avait des préalables. Il faut d'abord faire l'assainissement du fichier biométrique. Cela a été engagé, c'est la grève là qui est venue freiner cela. Ensuite, en ce qui concerne le statut particulier de l'éducation, il y a eu des augmentations. Il y a eu des augmentations, 20% d'augmentation ont été consacrés à tout ce qui est indemnité des zones, les primes de responsabilité et autres. En ce qui concerne les primes de trait, on a relevé de cela de 44 000, pardon, de 50 000 à 100 000. Et les primes de préparation ont été élevées aussi de 40 000 à 80 000. Bien. Et au-delà de cela, dans le même protocole d'accord, il a été donné pour la première fois et les primes de documentation qui sont payées annuellement. Aux enseignants. À tous les enseignants, ils sont plus de 40 000. D'accord. 300 000 francs pour le primaire et le collège, 750 000 pour l'enseignement supérieur. Et au-delà de cela, l'État a accepté de revoir toute la plainte qui a été donnée en ce qui concerne l'ancienneté. On a dit, bon, nous allons tenir compte de l'ancienneté. Et cela aussi a été fait en accord avec le mouvement syndical. On a tenu compte de l'ancienneté. En plus de cela, l'État a accepté, parce que ça faisait partie de la plateforme, de prendre en charge. Il y avait 5 565 jeunes qui avaient des arrêtés non pris en charge et qui chaque fois réclamaient. L'État avait dit qu'il va aussi examiner cela. Bien. Mais il vous souviendra, j'en disais tout à l'heure, pour ne pas que je perde le fil, il vous souviendra que dans le même protocole, il a été question, on a accepté de prendre en charge tous les enseignants, les contractuels plutôt, qui ont fait le concours et qui ont échoué. Tous ceux qui avaient 5 ans d'ancienneté, le gouvernement a accepté de les engager d'office. Cela grâce
à l'appui du mouvement social, grâce à cette revendication-là. Et ceux qui avaient moins de 4 ans, de les prendre en charge pour une année de formation, ensuite les intégrer. Et en plus de cela, tous les homologues de l'enseignement supérieur aussi, qui étaient là, l'État a accepté de les engager. Donc, ce protocole-là a permis d'avoir ces avancées-là, et tout ce qui a été obtenu en matière d'augmentation et tout, sous les indemnités, les primes, je l'ai dit, en ce qui concerne aussi les pensions. Et si vous voyez, au niveau, moi en tout cas, de mémoire de technicien que je suis, je n'ai jamais entendu qu'un État a donné des indemnités de départ à la retraite à des fonctionnaires. C'est ma première fois. C'est une avancée. À cela, il faut saluer le mouvement social. Vous comprenez? Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a élevé les faibles pensions. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments. C'est un ensemble d'acquis en faveur de tous les fonctionnaires. Exactement. Maintenant, alors, le problème là, je vous explique justement. Dans le secteur de l'éducation. Nous avons ramené la discussion sur la valeur monétaire du point d'indice au mois de septembre. Au mois de septembre 2017. En 2017, on a ouvert les négociations. Finalement, soucié toujours de la quiétude sociale de l'État. L'État a accepté, une fois encore, les 40 autres pourcents, parce qu'on a demandé d'appliquer les... Parce que quand vous appliquez 1030 et 977, ça vous envoie une augmentation de 40%. Donc l'État a accepté encore cette augmentation de 40%, mais échelonnée sur 2 ans. 2018 et 2019. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il y avait aussi le dossier de 5565 jeunes que les syndicats portaient, ils plaidaient pour eux. L'État a accepté d'examiner. Alors nous avons fait la doléance, le gouvernement a fait la doléance au mouvement social d'accepter que, c'est-à-dire, l'État va prendre ces jeunes-là, parce que vous savez, c'est une préoccupation du gouvernement, les jeunes, l'emploi des jeunes. Le gouvernement s'est dit, c'est nos enfants, nous sommes d'accord avec vous, nous allons les prendre, mais nous vous demandons la doléance d'accepter, parce que nous les prenons, ça va faire un poids sur le budget, c'est difficile, le budget ne pourra pas, la masse salariale ne pourra pas supporter, le budget ne pourra pas supporter, élever la masse, exploser la masse salariale, donc faisons-le de manière échelonnée, sur 2 ans. Alors, le mouvement syndical, toujours, il faut saluer leur partenaire. En tout cas, les 2 centrales syndicales, CNTG, USTG. Avec tous les autres. Mais c'est eux qui portaient. Voilà. Donc, c'est les plus représentatifs, et les autres aussi, ils sont là. Ils sont ensemble. Il faut saluer leur patriotisme. Ils ont accepté. Donc, le gouvernement a pris ces jeunes-là en charge. Les 40% là, les 10% en février, 10 autres pourcents en octobre pour 2018 et 2019. 10% en février et 10% en octobre. Et les 10% pour février sont déjà payés. Pour 2015 là. Pour 2015. Pardon, 2018 là. Voilà, donc si vous faites le récapitulatif, c'est que vous devez savoir. C'est pourquoi il faut saluer les efforts fournis par le gouvernement. De 2015 jusqu'en 2019, c'est-à-dire sur 4 ans, le gouvernement a augmenté les salaires de 80%. Et là aussi... C'est un exploit pour vous? C'est un exploit? Sortez-moi un seul pays de la sous-région qui a fait une augmentation de 80% des salaires des fonctionnaires. Sortez-moi un seul pays. Non, pour le moment, je n'ai pas enquêté là-dessus, je n'ai pas d'infos là-dessus, donc je ne peux pas vraiment... Parce que vous ne trouverez pas. Bien. On va nous dire, les Guinéens, oui, aussi, les fonctionnaires sont mal payés. Je suis d'accord. Bien. Mais, il faut se rendre compte de l'évidence. Je parle de l'augmentation en termes de pourcentage. Aucun pays de la sous-région n'a réalisé cela. Mais en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, si vous regardez les salaires, vous prenez un tableau, vous faites des graphiques, vous regardez depuis 2010 jusqu'en 2016, les salaires ne font que grimper. On ne peut pas nier cela. Vous prenez un jeune en 2010, stagiaire qui a été engagé à la RHIA, à la fonction publique, stagiaire, il prenait 511 000 francs guinéens. En 2015. En 2010, un fonctionnaire sorti de l'université guinéenne, qu'il ait le doctorat, qu'il ait la licence, il était engagé comme fonctionnaire stagiaire, il prenait 511 000 en 2010. Et en 2016, ce même fonctionnaire, prenait 1 074 000. Soit près donc il a vu son salaire 20% d'augmentation
de salaire. Et je n'ai pas mis le 10% dessus qui vient d'être ajouté. Maintenant, parce que si vous mettez les 10%, vous faites le parallèle et vous-même vous verrez. Donc, ça, ce sont des faits. Je ne peux, c'est pas pour le philosopher, mais c'est des réalités. Bien, si on ne peut pas nier ces gros efforts du gouvernement Oui. D'aller crescendo vers une sorte d'amélioration des salaires des Guinéens, mais ce problème quand même posé par un groupe de syndicats, quand même qui se fait suivre par un grand nombre d'enseignants, à chaque fois qu'ils leur disent de bouder la salle, ils les boudent. Moi je ne comprends pas. Est-ce que ces enseignants qui suivent Abakar Souma ne sont pas conscients de ce que vous venez de dire, ne sont pas conscients de tout ce qu'il y a eu comme amélioration à chaque fois sur leur situation salariale et qu'ils suivent bêtement Abakar Souma? Je me pose la question. Alors je reviens donc aux 2 points essentiels de sa revendication. Il parle du paiement de 40% immédiatement avec effet rétroactif, c'est-à-dire depuis novembre 2017. Je ne sais pas, mais il parle de l'effet rétroactif. Et puis il parle de 8 millions de salaires de base. Et en comparatif, il prend le cas par exemple des enseignants ivoiriens qui sont payés à 300 000 ou 250 000 francs CFA, au Sénégal, ainsi de suite. Ces 2 points-là, pensez-vous que c'est réaliste, que c'est réalisable, payer 40% de salaire, je ne sais pas quel 40%, avec effet rétroactif, et puis 8 millions comme salaire de base, même s'il dit quand même qu'on peut négocier les 8 millions. S'il vous plaît. Vous savez, il y a eu des... Et il dit aussi que son salaire est bloqué par vous, à la fonction publique, depuis octobre. Écoutez, ce salaire est bloqué, ça c'est suite à des sanctions disciplinaires. Ça, c'est la loi qui le dit. Des sanctions disciplinaires. S'il vous plaît, c'est la loi qui le dit. Est-ce qu'on doit bloquer, le salaire? C'est important parce que vous êtes de la fonction publique. S'il vous plaît. Vous êtes le chef de cabinet du ministère de la fonction publique. Oui. Est-ce qu'on doit bloquer le salaire d'un syndicaliste? S'il vous plaît, monsieur. Qui est en grève? S'il vous plaît, monsieur. C'est l'article 15 de la loi 028 portant statut général des fonctionnaires qui consacre cela, qui dit que les fonctionnaires peuvent aller dans l'organisation syndicale. La même loi qui régit les fonctionnaires, c'est clair, en ces articles 74 et plus, si vous restez pendant 3 mois, vous n'êtes pas à votre poste de travail, cette loi même, la même loi, demande à ce qu'on vous... ce qu'on bloque votre salaire. C'est qu'on vous enlève. Effectif, la fonction publique. Donc, la loi est claire. Nous ne sommes pas là actuellement. Il y a un problème qu'on est en train de gérer. Bien. Vous comprenez? Maintenant, la question que vous avez posée, moi je comprends très bien. Vous-même, vous le savez. Je vous ai dit que autour de la table, il y a eu une négociation. Les centrales syndicales ont négocié et tout. Nous avons eu des accords. Ces accords-là ont donné les éléments que j'ai donnés. Personne n'ignore ça. C'est la réalité. Vous comprenez? Et la porte n'est pas fermée. Le gouvernement, à travers l'inspection générale du travail, a invité Souma et ses amis pour venir discuter et en même temps organiser un congrès. Je sais que Souma, il est suivi, c'est vrai, il a une certaine légitimité, mais quant au congrès, c'est-à-dire le congrès qui a été organisé, qu'il a mis là-bas, il y a une certaine crédibilité, en tout cas, il y a un problème de crédibilité. Alors, pour mettre fin à cela, crédibiliser tout cela, on lui a dit de venir organiser les congrès inclusifs qui implique tout le monde. Vous pensez que le congrès c'est l'occasion, s'il vous plaît, était trop restreint? Je crois qu'il y a des problèmes par rapport au texte réglementaire. Par rapport au texte, l'inspection la dernière fois a expliqué très bien cela. Donc par rapport au texte réglementaire, il y a un problème. Donc l'occasion lui est donnée de revenir sur ça. Bien. Vous parlez de 8 millions. Comme salaire de base, nous ne pouvons pas, on ne peut pas payer 8 millions maintenant aux fonctionnaires. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit, quand on a dit de venir discuter, tout se règle autour d'une table. Tout se règle autour d'une table. Mais l'État ne peut pas. Je vous ai parlé des 40% tout à l'heure. Il a fallu le patriotisme des autres pour qu'ils acceptent, parce que nous prenons les jeunes ensemble, parlons en charge. C'est nos problèmes, c'est le problème de tout le monde, c'est la préoccupation du gouvernement. Bien. Donc ils ont accepté que ça soit échelonné sur 2 ans. 2 ans. Moi je crois qu'il faut saluer cela. Quand on doit débattre, quand il y a un problème, les gens doivent s'asseoir à table, discuter, voir ce qui est réaliste. Vous parlez des autres pays. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Le mais Sénégal. Il faut reconnaître quelque chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Personne ne peut nier l'effort du gouvernement quant à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, quant à l'augmentation de salaire. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous prenez 2010 jusqu'en 2016, vous vous rendez compte de l'évidence. Ça, c'est le fait qui parle, ce n'est pas de la philosophie. Bien. Les augmentations de salaire qu'il y a eu, c'est des faits qui parlent. Il n'est pas dit que les augmentations de salaire s'arrêtent là. Non. Mais chaque fois que la possibilité sera donnée, la nécessité s'imposera,
il y aura des négociations de salaire, il y aura des négociations. Bien. Le syndicat est là pour veiller aux intérêts des travailleurs. Bien. Donc, l'administration est là pour renforcer ça. Donc en clair, vous pensez que ce n'est pas possible. Je reviens encore sur ces deux points. Vraiment, tout ce qui peut être possible, c'est de payer ces 40% par échelonnement. Comme vous l'avez dit, 2 fois 10%, 10% en 2018 là, 2 fois 10%, 10% en 2019 et ça n'est fini. Écoutez, il n'y a pas une autre possibilité en fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois que vous devez comprendre. Il y a un protocole d'accord qui a été signé. Et vous tenez-vous à ce protocole? Ce protocole d'accord est le fruit d'un accord des centrales syndicales, du gouvernement, des patronats. C'est tout le monde qui était représenté là. Bien. Voilà. Donc, je parle des dispositions de ce protocole-là. En accord avec tout le monde, on a accepté d'appliquer ce protocole-là. Maintenant, si on veut dire non, il faut tout de suite payer les 40%. Mais le gouvernement, même en acceptant les 40%, même en acceptant les 40%, nous avons fait une doléance auprès du mouvement syndical. Ils ont accepté. C'est pour la prise en compte des jeunes. On ne peut pas s'opposer à cela, vous comprenez? Bien. Et si vous faites toujours le parallèle avec ces augmentations de salaire, vous vous rendez compte, en 5 ans, c'est ce que je vous ai dit, en 4 ans, le gouvernement a fait une augmentation de 80%. C'est pas négligeable. Peut-être que ce qu'il vous faut, c'est que Abakar Souma et son camp et ses enseignants qui le suivent viennent à votre rencontre pour que vous leur expliquiez ça, c'est ça? Pour qu'ils comprennent. De toutes les façons, nous sommes ouverts à toutes les discussions. Bien. Le gouvernement n'a jamais fermé la porte pour les discussions, ils le savent, et nous avons toujours discuté avec le mouvement syndical, et les fédérations syndicales d'ailleurs assistent à ces discussions-là. Donc, il n'y a pas de raison de refuser de venir s'asseoir à discuter. Bien. En tout cas, on verra l'évolution, à moins que vous ayez d'autres informations supplémentaires, monsieur Traoré. On vous aura à d'autres occasions pour parler peut-être d'autres aspects de la fonction publique, surtout en termes de modernisation de l'administration. C'est important qu'on en parle à d'autres occasions. Ça dépendra de votre disponibilité. Merci quand même d'être passé pour ces explications. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et donc, dans la deuxième partie de cette émission, comme annoncé, je reçois tout de suite Sekou Jamal Pendessa, mais juste après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korosa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Cette fois-ci, focus toujours sur la grève du SLEG. 3e semaine, toujours les élèves dans les rues. Mais aussi, nous parlerons de ces actions de l'opposition qui comptent justement contester les chiffres
de ces élections communales données par la CENI. Là-dessus, je reçois justement Sekou Jamal Pendessa sur ce plateau. Pendessa, bienvenue. Merci. Alors, on parle d'abord du constat aujourd'hui. 3e semaine du mot d'ordre de grève du SLEG, version Bakar Souma, toujours les mêmes constats dans les écoles, dans les rues. Oui, et 3e semaine plus paralysée même que les 2 précédentes. Eh bien. C'est le constat, j'étais sur le terrain, notamment à Kaloum. Si à un moment donné vous trouviez dans certaines écoles quelques rares, là où on pouvait voir 2 enseignants au moins, comme l'autre fois ce fut le cas au niveau du collège Bolbiné, mais cette fois-ci ce n'était pas ça, seulement l'encadrement qui était là. Même au niveau de l'encadrement, ça manquait. Vous comprenez? Bien. Mais d'autres ont expliqué ça par la psychose qui a régné concernant journée ville morte plus la grève. Quand vous prenez lycée 28 par exemple, il n'y avait que 2, c'est-à-dire le proviseur plus, je ne sais pas si c'est son adjoint, mais en tout cas un autre membre de l'encadrement. Donc pourtant les semaines précédentes, on trouvait quand même l'équipe de l'encadrement sur place. Même si ils vont rester là-bas, simplement sans rien faire, jusqu'à 12 h pour rentrer chez eux. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Donc, dans la rue, peut-être ça c'est journée ville morte maintenant. Les rues de Kaloum sont désertes, étaient désertes ce matin. Et puis, vous voyez que on était comme si c'était un dimanche. Vous savez, quand vous partez à Kaloum le dimanche, l'atmosphère est morose et c'est l'image là qu'on a vue aujourd'hui dans les rues de Kaloum. Les écoles encore plus vides que durant les 2 premières semaines de ce mot d'ordre d'Aboubacar Souma. Les élèves dans les rues à nouveau, parce que nous l'apprenons un peu partout à Conakry. Une fois encore, on a des élèves qui ont barricadé les routes. Ça reste à voir si c'est des élèves ou si c'est forcément des gens qui interviennent dans le cadre de la ville morte de l'opposition. On reviendra sur ça, mais d'autres nouveautés dans cette grève du SLEG, on l'apprend, c'est qu'à l'intérieur du pays, par exemple, à Kankan, ça commence à avoir de véritables échos, parce que de ce côté, il y a eu une déclaration notamment des enseignants qui ont appuyé la position d'Aboubacar Souma, et on apprend aujourd'hui également qu'à Sigiri, par exemple, les élèves ont complètement saccagé la DPE, la direction préfectorale de l'éducation de Sigiri. Oui, c'est ce qu'il faut faire remarquer. On va commencer par le cas de Sigiri là. Vous n'êtes pas sans savoir. Donc ça devient de plus en plus grave. De plus en plus grave, puisque à un moment donné, je ne parle pas de Sigiri, mais quand vous prenez Kankan, c'est une ville qui n'était pas dans la grève. Sinon, la grève y était suivie partiellement. Partiellement, ce n'était même pas comme ça. C'était une école ou 2 écoles qui suivaient le mot d'ordre. Mais aujourd'hui, depuis le mercredi passé d'ailleurs, vous avez vu, ils sont rentrés dans la danse. Il y a eu une manifestation ce jour-là, des élèves sont venus, n'ont pas trouvé d'élèves. Dans la ville de Kankan. Dans la ville de Kankan. Du coup, puisque l'administration, notamment la DPE, a compris que vraiment les enseignants étaient dans la posture de suivre le mot d'ordre, ils se sont engagés, ils ont même fait une déclaration, vous l'avez suivi, une déclaration pour signifier leur soutien au mouvement de Souma, avec le SLEG central ici. Bien. Et puis, le DP a fait passer un communiqué pour dire aux parents d'élèves de garder les enfants à la maison. Donc, Sigiri, qui est tout près, aussi, a fait le même communiqué. Là-bas aussi, le DP a pris des dispositions, puisque c'est des gens qui sont informés quand même. Vous avez dit, oui, les anciens disent qu'ils ne vont pas venir. Mais il faut être intelligent. Ils ont fait passer aussi un communiqué pour dire garder les enfants à la maison jusqu'à ce qu'il y ait négociation, qu'on se comprenne. Donc, très malheureusement, au niveau de Conakry, ici, le ministère de l'Éducation a publié un communiqué que vous avez certainement suivi, c'était le vendredi, si je ne me trompe. Cette fois-ci, pour dire aux parents d'élèves de laisser les enfants aller à l'école, toutes les mesures sont prises. Et que ce serait encore une reprise sécurisée. Sécurisée. Très malheureusement, et vous savez, lorsque la hiérarchie parle, tout ce que vous avez posé comme acte, c'est nul. Donc le communiqué du DP de Sigiri n'avait plus son sens. Les gens ont dit oui, les parents ont dit oui, Conakry, à l'ARTG, puisqu'à l'intérieur on suit généralement l'ARTG, pas comme à Conakry ici, il y a beaucoup de télé privées. On dit l'ARTG a dit, le ministère a dit à l'ARTG d'envoyer les enfants à l'école le lundi. Du coup, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'élèves qui sont partis à l'école. Comme à Sigiri, malheureusement, à Sigiri,
il n'y avait pas d'enseignants. Et les élèves se sont plutôt attaqués à la DPE. Directement, ils ont dit allons à la DPE. Ce qui n'est quand même pas la bonne démarche. Oui, parce oui, qu'il faut le dire. Les élèves qui partent saccager la DPE, ça c'est une infrastructure de moins en ce moment à Sigiri. C'est pas vraiment. En plus, je pense qu'il faut. En plus de la question d'infrastructure, il faut dire qu'ils compliquent leur situation. Absolument. Puisque tous les dossiers sont gérés à ce niveau. Tous les dossiers scolaires de Sigiri se donc, trouvent à la DPE. Supposons que quelqu'un a son brevet ou je ne sais pas quoi, bac, il doit venir à Conakry. Même si dans une classe intermédiaire tu dois transférer, il faut aller prendre tes dossiers. Mais si vous saccagez tout, est-ce que vous allez prendre? En tout cas, c'est pas la bonne démarche. Voilà, donc il faut condamner ça de la part des élèves, une fois encore. Mais ce qu'il faut dire, il faut demander à ce gouvernement de changer de méthode. Bien. On l'a dit, répété. Tu ne peux pas continuer à utiliser les mêmes résultats, les mêmes méthodes pour s'attendre à d'autres résultats. Bien. Toutes les fois qu'on a dit aller à l'école, s'il n'y a pas d'enseignants, il y a problème. Mais laissez les gens rester à la maison, on est en train de négocier, au moins. Bien. Et pendant ce temps, et justement en parlant toujours de cette suite de la grève du SLEC version Aboubakar Souma, il a refusé la main tendue de l'inspecteur général du travail, je parle d'Aboubakar Souma, sous prétexte justement qu'on n'a pas mis dans le courrier monsieur le secrétaire général du SLEC. D'accord. La médiation du nouveau médiateur de la République n'a pas donné grand-chose la semaine passée, et du coup ils ont maintenu leur mot d'ordre de grève. Mais pendant ce temps, le week-end dernier, Thibou Camara, quand même que eux-mêmes ils ont demandé, parce qu'ils pensent que c'est le véritable interlocuteur qu'ils respectent, et sauf que lui il les a appelés le week-end à le retrouver, mais Souma et ses amis n'y sont pas partis. Donc à ce moment je ne comprends pas la démarche d'Abakar Souma. Vous refusez un peu tous ceux qui veulent arranger la situation. Est-ce que là aussi ça ne vise pas à perdurer, à pourrir la situation? Oui, ce qu'il faut dire aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'appeler Souma à la radio puisque le temps était serré. C'était pour recouper justement ces informations qu'il nous confirme qu'il a reçu l'invitation de Thibou Camara et qu'il a refusé de partir. Donc on ne sait pas d'abord si c'est vérifié, c'est posé sur quelques sites. Mais ce qu'il faut dire, si effectivement Thibou l'avait invité, moi je pense que de ne pas poser les mêmes conditions à Thibou pour deux raisons. D'abord, on sait que Thibou est conseiller, donc ses pouvoirs sont limités. Vous comprenez dans les démarches. Même en termes de courrier, avec quel cachet il va signer, je ne pense pas s'il a son cachet en tant que conseiller du président de la République. Voilà. Vous comprenez. Donc ça c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est quand même quelqu'un qui a affiché une bonne foi, vous comprenez, dans ses démarches. Dès le début, il a été vraiment pédagogue, il a respecté tous les camps. Je pense que quand vous êtes négociateur, on ne doit pas sentir en vous que vous balancez d'un côté. Et c'est ce que Souma a dit. C'est ce que Thibou a fait. Donc je ne comprends pas pourquoi Souma n'est pas allé à la rencontre de Thibou. Non, en attendant qu'il ne confirme l'information, on l'a vu sur Internet. Ce serait une mauvaise démarche quand même de la part de Souma. Si c'est vrai, je ne dirais pas tellement mauvaise, c'est une prudence, mais je lui conseillerais de rencontrer Thibou, de lui faire confiance. Je ne pense pas que Thibou puisse lui faire des jeux de passe-passe comme les autres. Puisque les autres, c'est eux qui ont contribué à tout ce qui se passe, mais c'est qu'il n'y a pas confiance entre eux. C'est pourquoi ils posent certaines conditions. Mais avec Thibou Camara, on a vu dès le début, même eux, ils étaient rassurés avec lui. Ils ont même dit, si c'est Thibou qui conduit les négociations, ça peut aller. Donc, sauf qu'ils ont refusé de le rencontrer durant le week-end. On ne comprend pas pourquoi. Vous continuez à confirmer l'information. Non, mais ils ont refusé de le rencontrer. Elle n'est pas recoupée. L'information. On a vu l'information sur les mais sites. Elle n'est pas recoupée. Essayons de la recouper. Moi, j'essaierai de rentrer en contact avec lui pour vérifier s'il avait effectivement reçu l'invitation de Thibou. Mais si c'est le cas, je pense qu'il doit abandonner pour le cas spécifique de Thibou Camara. Il ne faut pas lui poser beaucoup de conditions. Ça sera une porte d'entrée, puisque ce n'est pas avec lui les vraies négociations vont commencer. Lui, il viendra faciliter la tâche pour qu'il y ait l'ouverture d'un dialogue. Sur la table de dialogue, maintenant, on peut aussi poser tout ce qu'il y aura à poser. Voilà. De toute façon, où on a quelqu'un avec qui on peut au moins entamer les choses, où on n'a personne et ça fait pourrir la situation. Et pendant ce temps, nous sommes dans une troisième semaine de cette grève. Et voilà que la Guinée encore entame cette semaine sur de mauvais pieds, des activités, on va dire, paralysées, la ville complètement au cœur d'une pagaille totale, d'une anarchie où nos rues sont aux mains des jeunes enfants, pour certains drogués, parce qu'il faut le dire, ce qui se passe dans nos rues n'est pas forcément une revendication saine, ça frise un peu l'anarchie.
Là aussi, il faut interpeller l'autorité de l'État, d'interpeller tous ceux qui sont dans l'anarchie dans nos rues. Avant de passer le sujet de l'éducation, oui, il faudrait quand même rappeler ce soutien de poids dont Souma a bénéficié de la part de l'International de l'éducation. C'est cette organisation syndicale mondialement reconnue qui regroupe beaucoup d'organisations syndicales évoluant dans le secteur de l'éducation. Je pense que c'est important. Ils ont adressé un courrier à Souma pour le féliciter pour son élection à la tête du SLEG et lui signifier leur soutien. Donc ils l'ont reconnu. Sauf que la crédibilité de cette reconnaissance et même de l'entité internationale qui vient de reconnaître Souma reste à vérifier, en tout cas selon le ministre du Travail, Damantan Kamara. C'est pas moi qui le dis. C'est ce qui me fait rire. J'ai lu l'article là, j'ai lu l'article de Damantan sur Mosaïque, j'ai même fait un post sur ma page Facebook. Je pense qu'il veut jouer à la comédie, mais il faut voir sur quel sujet on doit faire la comédie. Bien. Vous comprenez? Bien. En tant que ministre du Travail, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas l'International de l'éducation. Oui, mais est-ce que c'est réellement l'International de l'éducation qui a reconnu Souma et sa structure? Exactement. Ça aussi, c'est un problème. Exactement. C'est une question pertinente. Exactement. Vous comprenez? C'est l'ultra dominante organisation syndicale. Elle existe, bien sûr, on le sait. Mais est-ce que c'est elle, en réalité, qui reconnaît Souma là? Mais qui va le faire? C'est elle. Bien. Vous comprenez? Mais c'est des gens qui sont en contact depuis longtemps. Bien. Le SLEG, c'est que les gens n'ont pas compris, le SLEG est affilié à l'International de l'éducation. Même quand les savanés que Damantan soutient là étaient là, comme dirigeants du SLEG, ils étaient affiliés à l'International de l'éducation. Ce n'est pas quelque chose qui vient de commencer. Donc c'est un soutien de poids. C'est un soutien de poids. Bien. On va passer à d'autres sujets. La semaine, ce n'est pas seulement la grève du SLEG, c'est aussi cette série d'activités de contestation des résultats proclamés par la CENI, notamment enclenchée par l'opposition, qui était très dispersée, mais qui, comme par hasard, s'est retrouvée remariée du côté du siège de Senou Dalen Diallo. On y voyait Dr Faya Milimono, on y voyait les représentants des NFD, des partis qui à un moment donné avaient pris de la distance vis-à-vis de l'UFDG, mais qui se sont subitement mis ensemble pour ensemble contester ces résultats et demander, selon ce qu'on a entendu dire de Makanera, une reprise partielle des élections dans certaines circonscriptions au risque de leur voir rendre le pays ingouvernable par des actions comme par exemple ville morte, comme aujourd'hui lundi, et comme il l'a dit, il y aura des manifestations de rue, ainsi de suite. Est-ce que la démarche elle est bénéfique? Est-ce que cette démarche sera porteuse de résultats, notamment en faveur de cette opposition? Comme je le rappelle souvent, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas manifester parce que le climat est là. Non, c'est à l'État de créer un bon climat là où manifester ne crée pas problème. Vous comprenez? Ça, c'était à rappeler de passage. Donc, je ne suis pas en train de décourager l'opposition, mais je trouve que les raisons évoquées pour aller cette fois-ci dans la rue ne sont pas, ces raisons ne sont pas pertinentes. Quand on sait que cette même opposition avait pris le soin de saisir les juridictions pour les contentieux, pour ces contentieux électoraux, et puis du coup vous attendez, les juridictions ont travaillé, nous tous on a déploré le travail des magistrats, et puis vous dites maintenant on va manifester. Je pense qu'il fallait plutôt choisir ça comme première option. Bien. Vous comprenez? Il faut qu'on apprenne ça. La justice doit venir comme dernier recours, quoi. La première option devait être dit, bon, à partir du moment où les CACV ont publié, puisqu'il y en a qui ont manifesté avant les résultats des CACV même, ça aussi c'était à déplorer. Mais vous attendez, ils avaient quand même eu les résultats des CACV. Avant que la CENI ne proclame ces mêmes résultats, c'était le bon moment de manifester. Et ça ne devait même pas être un mouvement national. C'est ça, c'est qu'on déplore l'ingérence du chef de l'État dans ces élections. Au même moment, les leaders politiques aussi s'ingèrent en quelque sorte. Il fallait laisser chaque candidat dans sa circonscription organiser des mouvements de protestation, puisque les résultats ne sont pas sortis au même moment au niveau des CACB. Quand Kaloum, par exemple, je donne un exemple, on va aller à l'intérieur du pays, par exemple, quand Kindia donne les résultats, vous n'êtes pas satisfait, vous pouviez marcher avec les CACV avant de saisir la justice.
Mais vous ne pouvez pas attendre, vous saisissez la justice et par après. Donc cela veut dire que vous êtes parti à la justice avec, dans le seul but d'avoir un résultat unique. Alors que c'est deux choses. En votre faveur, quoi. Voilà. Bien. On va là-bas, on a des doutes. Vous perdez ou vous perdez ou vous gagnez. Raison. Donc je pense que c'est une démarche juridiquement qui est compliquée. Mais sur le plan politique aussi, comme je le disais à la radio, il y a l'intelligence politique qui a manqué dans leur démarche. L'union qu'on nous présente là entre griffes, en tout cas qui était au siège de Cellou Dalein Diallo, de l'UFDG. Je pense qu'il fallait plutôt s'en servir pour nouer des alliances. C'est que les gens n'ont pas compris. Tout n'est pas perdu d'abord. C'est que le RPG est venu en tête dans certaines communes, dans certaines communes, en termes de nombre de conseillers. Mais c'est que quand vous prenez le nombre de conseillers qui reviennent à l'opposition, sont supérieurs à ceux qui reviennent à la mouvance présidentielle. Ils décident de s'allier entre eux. Donc s'ils décident de s'allier entre eux, que de s'allier au RPG, voilà. Pour certains. Donc, parce qu'il y a certains qui sont courtisés par le RPG. Donc ce que vous voulez dire, c'est que au lieu de brandir des démarches qui peuvent nous amener à d'autres martyrs, qui n'aboutiront pas, à d'autres gens qu'on va encore enterrer dans le cimetière des martyrs, mieux vaut aller peut-être à... Je suis d'accord que vous dites oui, il faut le manifester, c'est un droit. Je dis oui, mais si ça ne peut pas porter, si cette manifestation ne peut pas amener la CENI, cette manifestation ne peut pas amener la CENI à réorganiser cette élection, pourquoi ne pas mettre tout leur effort dans cette phase d'alliance-là, puisque Faya est parti là-bas, pourquoi Faya ne peut pas s'allier avec l'UFDG à Kaloum, ou je sais pas, pardon. En tout cas, dans les communes où Faya était candidat, il y a eu des conseillers. Pourquoi NFD à Ratoma, malgré leur divergence avec l'UFDG, ne s'allierait pas avec l'UFDG pour prendre la tête de Ratoma? Ça pourrait plus les faire gagner dans il pouvait même approcher l'UFR dans ce sens. L'UFR a dit qu'elle ne va pas manifester l'information concernant l'UFR. Tout comme l'UFC d'ailleurs. Mais je sais que si c'était dans le cadre des nuées des alliances, l'UFR allait partir avec eux. Bien. Vous comprenez? Donc ils ont toute la chance, s'ils sont intelligents, de contrôler la plupart des communes du pays. Bien. Pour le cas spécifique de Conakry, s'ils sont unis, Alpha n'a aucune chance d'avoir même mise sur une seule commune. Il n'a pas cette chance. La démarche donc... Et au niveau central, il y aura la nomination du gouverneur de région, ou le conseil de ville, pour le cas spécifique de Conakry. Et là également, puisque là c'est tous les conseillers qui vont voter au niveau de la zone spéciale de Conakry, c'est encore l'opposition qui allait avoir l'équivalent de l'actuel gouverneur de la ville. Il faut l'ajouter si toutefois ils décident de s'allier. C'est ça, c'est ça que je dis. Parce qu'il y a c'est la condition. Pendant qu'ils sont en train de demander de marcher ensemble là-bas, il y a certains parmi eux sûrement qui sont en train de signer des alliances avec le RPG. Et le risque qui est là, je pense que c'était le beau moment. La gouvernance d'Alpha Condé est décriée. Ils sont en position de faiblesse et qu'il faut faire face à la crise au niveau de l'éducation, à la crise politique ou négociation. C'était le beau moment de profiter avant qu'on ne parvienne à coopter ou à choper leurs conseillers individuellement, puisque le leader peut refuser d'aller en alliance, mais le pouvoir si pas coopter. Donc plus ça va prendre du temps, on n'est pas allé très vite à ces élections des maires, plus on aura, la probabilité devient de plus en plus grande qu'on puisse récupérer certains conseillers de l'opposition. En tout cas, donc il y a tous ces risques-là qu'il faut analyser. Voilà, en tout cas ça ne fait que commencer, puisque la série d'actions que cette opposition compte mettre en exécution pour contester ces résultats commence d'abord par la journée ville morte d'aujourd'hui, qui commence déjà à faire aussi ses dégâts, parce que dans les rues on a connu beaucoup de choses dans la journée et nous reviendrons là-dessus demain. Merci Vanessa d'être passé en débat. À demain. Merci. À vous, merci de toute votre attention. Ce fut un plaisir de vous avoir servi en ce début de semaine qui commence très mal, en tout cas pour la Guinée. On espère que demain sera encore mieux. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.